15h21 à New York, 21h21 heure française, 22h21 à Jérusalem. Emmanuel Macron est à la tribune des Nations Unies. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Dans la foulée, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, salue une décision historique et courageuse. La veille, le Premier ministre israélien rejetait, lui, toute solution à deux États. J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après le massacre atroce du 7 octobre. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. J'ai un autre message pour vous, cela n'arrivera pas. Même constat pour Donald Trump, il y a quelques heures à cette même tribune des Nations Unies. Nous ne pouvons pas oublier le 7 octobre. Certains membres de cette Assemblée cherchent à reconnaître unilatéralement un État palestinien. Ce serait une récompense trop importante pour les terroristes du Hamas et leurs atrocités. En France, l'initiative du chef de l'État divise les partis. Cette reconnaissance de l'État de Palestine ne servira strictement à rien si elle ne s'accompagne pas de mesures concrètes pour mettre un terme au génocide en cours aujourd'hui à Gaza. En réalité, il abdique devant le Hamas. La reconnaissance de la Palestine aujourd'hui, de l'État palestinien, c'est le pire moment. Fragilisé sur la scène nationale, Emmanuel Macron cherche à marquer des points à l'international. Aujourd'hui, il est celui qui a franchi une étape historique vers la solution à deux États. Cela pourrait-il lui permettre de regagner en popularité? C'est la question qui fâche ce soir. Bonsoir à tous les trois. On va prendre les questions dans l'ordre. D'abord, est-ce que cette reconnaissance de l'État de Palestine est symbolique ou historique? Anne Genetet. Elle est d'abord historique. C'est le projet d'avoir une solution à deux États. Il est sur la table depuis 1947. Et c'est là, finalement, une mise en cohérence avec ce que la France a toujours, absolument toujours soutenu. Symbolique, on peut évidemment l'entendre, puisqu'on sait bien que tant que l'État n'est pas structuré, qu'il n'y a pas des frontières clairement définies, on n'est pas encore à la fin du chemin. C'est le début d'un chemin. C'est une mise en cohérence avec ce que la France défendait depuis de très nombreuses années, depuis 1947 encore une fois. Mais ce chemin est long et on sait qu'il passe notamment, ça a été évoqué, par le désarmement du Hamas, évidemment, par la mise en place d'une véritable autorité palestinienne, avec un vrai gouvernement, avec des élections à venir, avec les couloirs humanitaires, avant tout cela, qui doivent pouvoir arriver et qui puissent permettre d'éviter aujourd'hui de continuer à avoir chaque jour des morts d'enfants, de femmes et de personnes âgées. Géraud Vernier. Écoutez, elle est purement symbolique et malheureusement c'est un très mauvais symbole puisque, je le rappelle, Emmanuel Macron avait dit dès le mois d'avril dernier qu'il y avait un préalable à la reconnaissance de cet État qui était la libération, enfin 4 préalables d'ailleurs, la libération des otages qui sont encore détenus, je le rappelle, la démilitarisation du Hamas, bien évidemment, et la reconnaissance de l'État d'Israël par les États arabes. Or, aujourd'hui, aucune de ces quatre conditions a été remplie. Finalement, on a l'impression que c'est une récompense, comme le dit Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est une récompense. Le pogrom du 7 octobre 2023 est l'acte déclencheur de cette reconnaissance. Donc le message est absolument abominable. C'est la victoire du terrorisme. Et encore une fois, on crache sur les otages israéliens qui sont encore détenus par le Hamas, je le rappelle. Sachant qu'Emmanuel Macron a d'abord parlé des otages lorsqu'il a pris la parole hier soir à la tribune de l'ONU. Mais il avait aussi conditionné la reconnaissance de l'État palestinien à la libération de tous les otages. Or, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Gabriel Catala. Bien, à la différence des éléments de langage du collègue qui est assis à ma droite, j'aimerais rappeler les faits. Les Palestiniens ont droit à un État selon le droit international depuis près de 80 ans. Cela fait 40 ans que la France promettait aux Palestiniens de reconnaître cet État. Et donc, hier soir, M. Macron n'a fait que corriger une injustice qui existe depuis des décennies. Et il a finalement sorti la France de l'isolement puisque dimanche, 148 États dans le monde reconnaissaient déjà l'État de Palestine. Mais le coup de com' de M. Macron ne va pas faire oublier le vrai sujet, qui est la complicité de la France dans le génocide à Gaza. Hier, M. Macron a par exemple parlé d'un État palestinien démilitarisé alors que la France continue à vendre des armes à Israël. Il a parlé
de Gaza sans nommer clairement le génocide. Il n'a pas cité d'ailleurs une seule fois le mot, il n'a pas parlé d'apartheid, il n'a pas parlé de colonisation, il n'a pas parlé de sanctions à l'égard d'Israël et donc il a évité le véritable sujet, le sujet qui est central, c'est-à-dire il a précisé sa pensée ce soir sur BFM TV en précisant que pour les sanctions, il était prêt à tout. Alors, il est prêt à tout, mais moi, depuis 2 ans, je ne vois rien. Je ne vois pas M. Macron porter à l'échelle de l'Union européenne la suspension de l'accord entre UE et Israël. Je ne vois pas M. Macron mettre en place des sanctions contre les colons israéliens. Je ne vois pas M. Macron respecter les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Je ne vois pas M. Macron signaler aux autorités judiciaires de notre pays, comme pourrait le faire M. Barrot, les 4000 Français qui participent à l'offensive israélienne à Gaza et qui donc participent au génocide. Je ne vois pas M. Macron décréter un embargo sur les armes, etc. Et donc j'aimerais que, comme l'Espagne l'a fait aujourd'hui, décréter un embargo sur les armes et mettre en place un certain nombre de sanctions, M. Macron passe aux actes. De quoi parle-t-il quand il dit on est prêt à tout s'agissant des sanctions contre Israël, Anne Genetet ? Il a souligné le fait que jusqu'à présent, si certes Israël a une victoire militaire en permettant d'éliminer un certain nombre de dirigeants du Hamas, dont je rappelle que ce sont des terroristes, pour la totalité. Il ne les a pas éliminés en totalité. Et aujourd'hui, la loi de la force ne peut plus prévaloir. Et il faut absolument que la solution doit passer par un cessez-le-feu, par la libération des otages. Et il l'a rappelé, c'est dans le chemin que j'évoquais tout à l'heure. Dans ce chemin, il y a évidemment en premier la libération des otages, les couloirs humanitaires. Et derrière, cette loi de la force que Netanyahou et son gouvernement essayent, et son armée essaye d'imposer, ne fonctionne pas. On voit bien que ça ne fonctionne absolument pas et qu'aujourd'hui, c'est la force du droit qui doit prévaloir, d'où cette reconnaissance et d'où le fait que les sanctions doivent pouvoir être considérées pour mettre une pression maximale sur l'État et le gouvernement d'Israël et qu'ils comprennent que la loi de la force ne fonctionne absolument pas et que ça n'est pas ça de choisir un chemin de paix. Ce n'est pas ce chemin-là qu'il faut emprunter. Vous avez entendu ce que disait Géraud Verny sur le fait que ce n'était pas le moment, sur le fait qu'il y a des conditions qui n'étaient pas remplies. Donald Trump, cet après-midi, a fustigé l'initiative à la tribune des Nations Unies. On l'a entendu dans le sujet. Il dit que c'est un cadeau fait au Hamas et une entrave à la paix. Est-ce qu'on pourra parvenir à la paix sans l'appui du président américain ? Le président de la République l'a rappelé encore tout à l'heure dans son interview justement sur votre chaîne, la chaîne BFM TV. Il a rappelé qu'effectivement, à un moment, il faudra l'appui des Américains. Et on sent bien que, semble-t-il, dans certains milieux américains, les choses sont en train de bouger. Car lorsque vous voyez un nombre considérable d'États maintenant qui reconnaissent cet État palestinien, quand vous voyez que finalement, la réaction très vive du gouvernement israélien démontre bien que ça les gêne quelque part et que cette approche est sans doute la bonne solution pour mettre le Hamas en difficulté, pour permettre aux Palestiniens d'avoir enfin la possibilité de choisir leur destin, de se protéger et de vivre en paix. Et donc oui, dans cette démarche, les Américains, semble-t-il, sont en train de bouger, même si ça n'est pas ce qu'a dit M. Trump tout à l'heure. Je crois qu'il faut faire confiance à la diplomatie et ne pas oublier que cette approche, cet élan diplomatique à pousser la France là, conduit aussi à demander, à avoir une certaine exigence avec notamment un certain nombre d'États arabes qui doivent aussi s'engager à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. La solution vient des deux côtés. L'État de Palestine sera réellement créé le jour où l'État d'Israël le reconnaît, dit aussi Emmanuel Macron ce soir. Gabriel Catala, je voudrais vous entendre sur ce point. L'État de Palestine sera réellement créé le jour où l'État d'Israël le reconnaît. Eh bien, ce point ne respecte pas le droit international. Parce que selon le droit international, il y a des résolutions des Nations Unies, celle de 1947, celle de 1967, qui prévoient déjà des frontières. Et au regard du droit international, un État, c'est quoi ? C'est un territoire délimité par des frontières sur lequel vit un groupe national, à savoir le peuple palestinien, qui a un gouvernement ou du moins une autorité qui exerce sa souveraineté. Et au regard de ce critère-là, les Palestiniens ont le droit à un État depuis des décennies. Peu importe le comportement d'Israël et ce que devrait faire Israël et ce que devrait exiger plutôt M. Macron, c'est qu'Israël respecte le droit international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 500 000 colons en Cisjordanie et la colonisation est un crime contre l'humanité. Nous avons 235 000 colons à Jérusalem-Est, qui est le côté palestinien, et donc dans une zone dans laquelle ces colons n'ont pas l'autorisation
de vivre. Nous avons aujourd'hui un génocide en cours contre lequel M. Macron ne prend aucune sanction. Et d'ailleurs, on écoutait juste avant M. Trump, et nous n'avons pas besoin de M. Trump pour agir, parce que à l'Assemblée générale des Nations unies, il est possible de passer outre le veto américain pour envoyer une force d'interposition de casque bleu. C'est ce que proposent de nombreux spécialistes, des spécialistes en droit international. La France devrait initier à l'Assemblée générale des Nations unies une résolution pour envoyer des casques bleus, pour rétablir la paix, pour protéger les populations civiles. C'est totalement possible au regard du droit international et M. Macron ne le fait pas. Laurent, vous avez mal écouté, pardonnez-moi, ce qu'a dit le président Macron, puisque le président Macron a justement expliqué que l'étape suivante de ce plan, c'est justement de mettre en place une mission de stabilisation qui serait sous mandat ONU et menée par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et l'Égypte. C'est bien une mission de stabilisation dans le cadre d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Pas du tout la même chose. M. Macron a parlé d'une mission de stabilisation avec l'autorisation d'Israël. Cela n'a aucun rapport. Moi, je parle d'une mission d'interposition avec des casques bleus votés par l'Assemblée générale des Nations Unies et placés sous mandat de l'Assemblée générale. Donc vous pouvez confondre les dispositions du droit international, mais ce n'est pas du tout la même chose. Lorsque nous avons le feu israélien qui est là au quotidien, il est bien évident que l'interposition de l'ONU n'est pas la bonne réponse. Donc la mission de stabilisation sous mandat ONU est la mission de réponse dans le cas d'un cessez-le-feu qui doit être absolument obtenu avec une libération des otages. C'est la condition première et l'accès de l'aide humanitaire. Laurent. Madame Catala, vous disiez coup de com' tout à l'heure et en même temps, c'est vous-même qui évoquiez 82. François Mitterrand, discours de la Knesset. Comment on va de l'un à l'autre? Pas une seconde, vous n'imaginez que le geste d'Emmanuel Macron puisse faire bouger les lignes? Pas une seconde, vous pensez que c'est autre chose qu'un coup de com'? Le geste a le mérite de reconnaître que les Palestiniens sont un groupe national et de reconnaître que la France les reconnaît en tant que tels. Mais moi, je préférais que M. Macron propose à l'échelle des Nations Unies que la Palestine soit membre permanent de l'ONU, par exemple. Et j'aimerais qu'au-delà de reconnaître l'État de Palestine, il fasse en sorte de ne pas reconnaître un cimetière et que donc il prenne des sanctions pour faire cesser le massacre en cours. Il est évident que M. Macron a agi uniquement sous la pression populaire parce qu'il était obligé de prendre au moins un acte depuis 2 ans. Il ne faisait rien jusque-là à part bavarder et gesticuler. Donc hier, on a eu enfin des actes pris à l'échelle des Nations Unies, mais maintenant, je crois qu'il est l'heure de prendre des sanctions parce que l'État palestinien, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas un État viable et sa population continue à être exterminée par Israël. Votre voisin n'est pas d'accord. Hein. Ah, écoutez, moi, je trouve ça étonnant. Je dirais pas drôle parce que manifestement, on est dans une situation qui est grave, mais je trouve ça étonnant que l'extrême gauche revendique le principe de nation et qu'il le revendique toujours à l'égard de nations étrangères. Ce serait bien que vous ayez le même ressenti pour la nation française, que vous défendiez avec autant de vigueur. La nation... En fait, je vais vous expliquer, puisqu'il faut faire de la pédagogie. Vous dites que la nation palestinienne doit être reconnue. Bon, écoutez, je vous invite à considérer la même chose pour la France. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même recentrer un petit peu le débat. On a une situation qui est la résultante d'un pogrom du 7 octobre 2023 où 1200 Israéliens ont été... Israéliens et autres, d'ailleurs, plusieurs dizaines de Français ont été massacrés dans des conditions épouvantables. Et on a aujourd'hui encore des otages qui sont prisonniers du Hamas. Je pense qu'Israël a pouvoir... Et c'est son devoir que de protéger sa population et de libérer ses otages. Malheureusement, on a face à ça le Hamas qui utilise la population civile comme bouclier humain. Et donc, Israël est obligé, dans des tentatives désespérées, de, premièrement, libérer les otages, mais deuxièmement... De contourner ces boucliers humains qui sont formés en permanence et donc de parler de génocide, excusez-moi, mais je trouve ça abject parce que la réalité objective, c'est que pour que se termine ce conflit, il suffirait que le Hamas, dont vous avez déclaré au mois de juillet qu'il pouvait être une force politique reconnue par le peuple palestinien de façon démocratique, que le Hamas libère ses otages. En fait, c'est très simple. Israël demande depuis 2 ans la libération de ses otages, se bat pour la libération de ses otages. On veut la fin du conflit, c'est très simple, le Hamas libère les otages, pas plus compliqué. Gabriel. Je veux bien qu'on écoute toujours les mêmes sottises, les mêmes éléments de langage, mais le 7 octobre, qui est un crime de guerre et nous l'avons reconnu comme tel,
ne fait pas partie de l'équation de la reconnaissance de l'État palestinien. L'État palestinien a le droit d'exister depuis 1947. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait avoir les mêmes exigences en termes de respect du droit international des deux côtés. Parce que moi, par exemple, je ne vous ai jamais entendu parler des 10 000 prisonniers palestiniens qui sont aussi des otages qui sont enfermés sans procès. D'ailleurs, M. Macron a lui-même parlé d'otages israéliens et d'otages palestiniens antérieurement. Emmanuel Macron, c'est toujours truculent. Je crois qu'il faut regarder la situation telle qu'elle est. Vous niez le génocide. D'ailleurs, Madame Le Pen, de qui vous êtes l'allié, a toujours été l'amie des génocidaires comme son père. Mais les Nations Unies, la commission d'enquête du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, reconnaissent le génocide. Cette commission reconnaît que 4 actes sur 5 sont commis par Israël. Comme Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies, qui est spécialiste des territoires palestiniens, comme Amnesty International, comme MSF, comme Human Rights Watch. Et la Cour pénale internationale, d'ailleurs, a émis, depuis plus d'1 an maintenant, des mandats d'arrêt à l'égard de M. Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oui, mais vous ne citez que des organisations qui sont contrôlées par l'extrême gauche. Donc forcément, la Cour pénale internationale, c'est l'extrême gauche. Bien sûr. Monsieur, c'est tellement caricatural, je crois qu'autant s'arrêter là. Pendant ce temps, en France, dire que les Nations Unies et la Cour pénale internationale, c'est d'extrême gauche, c'est nier tout le cadre international. Et donc, dans ce cas-là, aucune discussion n'est possible. Avançons. Pendant ce temps, en France, c'est toujours un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Sébastien Lecornu prend son temps pour former son gouvernement. Est-ce qu'il a pu y avoir, Anne Genetet, une consigne élyséenne de ne pas brouiller le message de l'ONU en nommant un gouvernement cette semaine? Je crois qu'il faut totalement dissocier les deux. Ça fait partie des questions que nous posent les téléspectateurs. Donc vraiment, je vais être très clair, je crois qu'il faut dissocier les deux. Nous avons d'un côté un message très important et en effet historique qu'a délivré le président de la République dans un contexte où quand même, j'aimerais que parfois l'extrême gauche ait autant d'enthousiasme à défendre la liberté, le choix du peuple palestinien à choisir sa destinée qu'il pourrait en avoir pour les Ouïghours ou d'autres peuples opprimés dans le monde. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, souligner que défendre Israël, évidemment, je le comprends, mais ça ne veut pas dire écraser les Palestiniens. Il faut aussi trouver une juste mesure. S'agissant du gouvernement actuel, je crois que le Premier ministre, M. Lecornu, a été extrêmement clair. Le sujet aujourd'hui, vous le voyez bien, il continue à consulter. Il s'agit de savoir sur quoi nous allons nous entendre, sur quoi nous pouvons nommer des ministres. Et le sujet aujourd'hui, c'est quoi et pour quel projet, notamment pour quelle loi budgétaire. C'est le quoi avant le qui, hein. C'est devenu là, vous savez. Exactement. Il faut rester à cela. Et ça, c'est totalement dissocié actuellement de ce qui se passe à l'ONU. Rappelez également que la conférence de l'ONU qui a eu lieu donc hier soir était une conférence qui a été reportée, qui devait avoir lieu au mois de juin. Et elle a été reportée. C'est pour cette raison qu'elle était hier. Il ne faut rien y voir d'autre que cela. Et donc, vous savez quand est-ce qu'on aura un gouvernement? Ah ben ça, je n'en sais pas plus que vous. Je n'ai aucune raison de le savoir. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre de ce thème ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte.